beaucoup donné. Il a accepté une réduction de salaire aussi. Absolument, parce que c'est les conditions aujourd'hui d'arriver au FC Barcelone. Un bon coup pour le FC Barcelone, je pense aujourd'hui le Barça, au vu de sa situation, avale tout. Si je peux le dire. Même Adama Traoré est arrivé. Voilà, même Adama Traoré. Mais attention, nous ne sous-estimons pas quand même la valeur d'Adama Traoré. C'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur, mais le profil ne colle pas forcément avec l'ADN du FC Barcelone. Certes, il a été formé là-bas, mais aujourd'hui, quand on voit les prestations du joueur, oui, mais il fait juste une parenthèse. C'est un joueur qui n'a pas cet ADN là du FC Barcelone. Bon, peut-être dans le couloir avec beaucoup de vitesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le Barça jouer à 3 derrière, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le Barça, c'est la situation du Barça qui l'oblige à prendre certains joueurs. Si on prend le cas Pierre-Emerick Aubameyang, lors de sa dernière prolongation du côté d'Arsenal, je pense que dans sa tête, c'était le dernier club au haut niveau du côté de l'Europe, sa prolongation du côté d'Arsenal. D'accord. Et le joueur a toujours clamé son amour pour le Real de Madrid, qui était le club de cœur. Il était même pressenti il y a 2 ou 3 saisons. Même en quittant le Borussia Dortmund, la destination première, c'était le Real de Madrid qui, à la dernière minute, n'avait pas véritablement voulu de ce joueur. Donc je pense qu'aujourd'hui, si Arsenal, qui aujourd'hui a plus besoin d'un véritable buteur que le FC Barcelone, n'a pas pu conserver ce joueur, je pense qu'il y a un couac. La faute à Mikel Arteta selon vous? Oui, Arsenal a fait une grosse erreur, c'est d'avoir offert un pont d'or à Pierre-Emerick, le joueur le mieux payé du club. Il était même le mieux payé de la première ligue avant la prolongation de De Bruyne et de certains joueurs. Donc je pense que tout ça a monté la tête aux joueurs. En même temps, ses prestations ont baissé. Ont baissé totalement. Son ego s'est gonflé. Je me rappelle l'indiscipline est arrivée. De Aubameyang qui avait fini une saison meilleur buteur du championnat allemand et même avait fini meilleur joueur de la saison. Même en Angleterre, on n'arrivait pas à battre son record du côté de l'Allemagne. C'était un joueur, lorsqu'il était véritablement engagé sur son sujet, qui était inarrêtable. Mais aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, vous avez des doutes. Oui, si Xavi l'appelle, c'est qu'il a besoin de lui. Oui, est-ce qu'aujourd'hui Xavi a besoin d'un tel joueur, d'un profil d'un joueur pareil? Je pense que Xavi aujourd'hui, c'est un joueur libre. Bon, on en profite, il va baisser son salaire. Oui, je pense. Pour moi, Aubameyang cherchait un point de chute. Et donc il a trouvé. Parce que ce n'était pas encore le moment de quitter l'Europe. Le haut niveau en attendant d'aller se faire de l'oseille de l'autre côté. Mais on rappelle que c'est un joueur de 32 ans, en tout cas Aubameyang. Et voilà, en 2013, on rappelle qu'en 2013, il était le joueur le plus cher d'Arsenal, 63 millions d'euros déboursés par les Gunners pour s'attacher les services de l'international gabonais. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter bonne chance du côté des Blaugrana. Et nous refermons la fenêtre du mercato hivernal. Nous poursuivons l'émission. Désormais, place au majeur. Aquí está la Liga Española. Et voilà, nous restons toujours en Espagne pour parler de la Liga qui est de reprise cette fin de semaine, la 23e journée avec ce match intéressant entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Le match a lieu dimanche à 15h15 temps universel. Alors Franck Lunyama, 2 équipes aujourd'hui qui ne jouent pas forcément pour le titre, mais on pourra dire pour le ticket européen, finir au moins dans le top 4 d'ici la fin de saison. C'est l'objectif des 2 clubs, surtout pour l'Atlético qui reste le champion sortant et qui a connu, on va dire, un championnat difficile, très compliqué. Qui le connaît toujours parce que là, l'équipe ne se retrouve plus d'enchaînement de résultats. Ce n'est plus cette équipe solide qu'on a connue il y a Elle a encaissé 26 buts depuis le début du tournoi. Ça ne ressemble pas à Diego Simeone, mais c'est la réalité. Donc maintenant, on cherche quand même à sauver une saison, à être, on va dire, dans le top 3 au pire des cas. Pour le Barça aussi, il s'agit de remonter dans le classement. Ce club
point n'est besoin de le rappeler, a connu des situations compliquées, difficiles. Ça se poursuit d'ailleurs avec cette affaire qui va peut-être les amener en justice avec l'ancienne direction. Donc on cherche au moins à sauver une saison, à se donner les moyens quand même de disputer une compétition européenne. C'est un peu l'objectif aujourd'hui. Sinon le titre c'est perdu depuis pour le Football Club Barcelone. Donc c'est un match assez intéressant. Pas un match décisif, mais un match important pour la saison. D'autant plus que les deux, il n'y a que un point qui sépare l'Atlético du Barça. Si jamais la saison finit aujourd'hui, le Barça sera en Ligue Europa. Voilà, je pense que ça vous voulez rebondir là-dessus. Je pense que ça se joue à ce niveau-là. Parce que Franck disait que ce n'est pas décisif. Je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes, au moins... mis à part le fait d'avoir déjà perdu le titre, doivent au moins respecter leur rang. N'est-ce pas? Tout en finissant au moins 2e ou 3e au classement pour respecter la hiérarchie. Aujourd'hui, je pense que si le FC Barcelone ou bien l'Atlético Madrid arrive à remporter les 3 points, elle se rapprocherait du Real Betis, qui aussi peut lâcher quelques points en cours de route. Donc je pense que c'est un match décisif pour les deux équipes qui se talonnent au niveau du classement. Suarez qui retrouve ses anciens partenaires, il va leur faire un mauvais coup. Bon, toujours comme il a fait la saison dernière. Suarez et Griezmann, merci de le préciser. Et là ils viennent au Nou Camp. Oui, évidemment, qui ont été entre guillemets frustrés par les événements qui se sont passés du côté du Barça. Je pense que c'est des joueurs très professionnels qui vont quand même se mouiller le maillot sur le terrain. L'inquiétude quand même, Vicente, c'est que l'Atlético encaisse trop de buts. La meilleure défense de la Liga aujourd'hui appartient au Real Madrid. Oui, évidemment, l'Atlético a perdu de sa caducité, de sa rigidité défensive. Qu'on ne lui connaît pas le passé. On sait que Diego Simeone, c'est quelqu'un qui prônait quand même la défense. Donc, avec des défenseurs comme Diego Godin, Jiménez et tous les autres. Voilà, et tous les autres, mais depuis un moment, l'Atlético encaisse beaucoup trop. Vous avez dit 26 buts en 21 matchs depuis le début de la Liga. C'est énorme pour un club comme l'Atlético. C'est relatif parce que pour plus de clubs par match encaissé. C'est pas bien quand même. Pour une équipe qui a envie. C'est pas du tout bien pour une équipe qui a vraiment envie d'aller taper le top 3. Pourquoi pas. Et on rappelle qu'il y a d'autres matchs prévus pour cette 23e levée de Liga espagnole. Osasuna Pampelune accueille à domicile le FC Séville, en tout cas qui talonne, on pourra dire, le Real Madrid, même s'il y a 4 points entre Merengue et Sévillan. Le Real justement joue à la maison face à Granada. Une petite information, une toute petite, l'élimination du Real en Coupe du Roi. Voilà, ce n'était pas important. L'Athletic Bilbao est passé par là. Il faut quand même informer les auditeurs. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit une petite information. Elle n'est pas si alarmante. L'équipe qui avait éliminé le FC Barcelone lors des demi-finales de la Coupe du Roi. Voilà encore une autre information. Ce n'est pas une petite équipe. Non, je dis l'équipe qui avait éliminé le FC Barcelone. Moi, je n'ai pas été petite. L'Atlético Bilbao aujourd'hui. Ça fait quand même 7 ans que Bilbao n'a pas battu les Real. Évidemment, ça c'est un record tombé, mais en même temps, l'Atlético Bilbao n'est pas une équipe quelconque. Si l'Atlético Bilbao connaissez leur classement aujourd'hui faire tomber en le Liga, Barça, 9e. Oui, 9e, mais en même temps, il faut dire que l'Atlético Bilbao a joué le Real 4 fois cette saison. Exactement. Et c'est leur première victoire hier. Donc, il va falloir à un moment donné que l'Atlético leur donner Bilbao du crédit. gagne ici aussi. Non, on sait que vous êtes un féru du Real Madrid, mais bon, vous êtes aussi fair play. Merci beaucoup pour cet état d'esprit. Alors, on parlait tout à l'heure du Real Madrid face à Grenade. Attention, le Real ne doit pas se permettre un faux pas parce que derrière, Séville peut réaliser un bon coup du côté de Pampelune. Valence à domicile accueille la Real Sociedad. Ça serait un match en tout cas très intéressant, d'autant plus que les deux équipes savent jouer au ballon et surtout donner du spectacle. C'est bien terminé pour la Liga espagnole. Juste rappeler que le Retafe de notre compatriote, le club de Jenda Konam joue contre Levante. Là aussi, il faut gagner des points pour assurer son maintien. Retafe est actuellement 16e à 4 points du premier relégable Cadix. Levante dernier. Ça peut se faire. Levante bon dernier. Normalement, ça devrait passer pour Retafe à la maison. C'est bien terminé pour la Liga. Nous poursuivons l'aventure. Benvenuto Calcio Italia.
Il y a des matchs dimanche. Avant de parler de ceux de samedi, la Juventus, par exemple, joue à domicile face au Hellas Vérone. Peut-être le temps de voir Vlahovic sous ses nouvelles couleurs avec le club piémontais. L'Atalanta Bergame joue contre Cagliari. Et puis Venice accueille le Napoli. Ces matchs ont lieu dimanche et samedi. On a un gros et fumant derby de la Madonnina entre l'Inter Milan et le Milan AC, les Nerazzurri face aux Rossoneri. Ah oui, les deux clubs, on pourra dire pour une nuit, Franck Lugnama, une soirée. La ville va être divisée en deux. Oui, comme toujours. Comme on le dit. La ville lombarde va être divisée. Les supporters vont être... Même les familles. Oui, les familles vont être à fond sur ce match. Ce derby de la Madonnina est toujours très attendu. C'est deux clubs de la même ville, oui, avec beaucoup d'histoires autour. Donc l'Inter aujourd'hui, qui est leader de cette compétition et qui a 4 points de plus que sur le Milan AC, voudra sécuriser, on va dire, son fauteuil de leader. Au pire des cas, on va chercher avec un match à moins et on va chercher un match nul pour ne pas permettre au Rossoneri peut-être d'avoir l'ambition de revenir. Donc je pense que c'est un match important pour la suite de la saison. Une victoire du Milan mettrait la pression sur l'Inter. Une victoire de l'Inter quand même va creuser un tout petit peu l'écart avec surtout le match en retard. Donc c'est un match important de la saison et qu'il faut gagner. Surtout qu'entre l'Inter et le Milan, il y a le Napoli qui essaie également de se trouver une place. Vous aviez parlé entre-temps de Simone Inzaghi que vous trouvez un peu jeune, précoce dans l'entraîneurat, mais le parcours de l'Inter, une seule défaite en 22 journées. Comment vous interprétez cela? Oui, il faut dire que c'est au crédit de ce jeune entraîneur, certes, mais en même temps, il faut rappeler qu'Antonio Conte avait déjà fait un travail de base, un travail de fond. Pour vous, il a monté la barre assez haut? Évidemment, il a monté la barre assez haut. C'était quand même un projet sur le long terme. Et donc, mais lui, après, il a quitté le navire. Certes, il a quitté le navire, mais il a laissé la philosophie, il a laissé quand même cet esprit. Un héritage? Oui, cet esprit collectif-là de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on a senti sous Antonio Conte que Lukaku pouvait jouer avec Lautaro Martinez. Et Sanchez pouvait accepter venir du banc pour jouer un peu le joker. Donc je pense que c'est un esprit collectif que Antonio Conte a inculqué en cette équipe-là, qui est resté malgré quelques départs, Lukaku, Achraf Hakimi et autres, même s'il y a des joueurs que je juge de vieux, Yang et certains joueurs de Vril et autres. Même Andanovic, le portier. Évidemment, même Andanovic, qui sera bientôt secondé par André Onana, qui doit être en route en ce moment pour l'Italie. Vous savez tout, décidément. mais bref, je peux dire que ce parcours de l'Inter Milan, c'est exceptionnel, certes au crédit de Simone Inzaghi, mais aussi parce que Antonio Conte avait déjà balisé le chemin. Simone Inzaghi, le frère de l'autre, hein. Mais quand vous le voyez dans son costume, c'est un monsieur classe tout simplement. Alors cette équipe de l'Inter face au Milan AC, Tonali par exemple, Raphaël Leao, ils peuvent arriver à damer le pion aux interistes. Oui, c'est une équipe intéressante. C'est une équipe qui a su monter en puissance. On a vu comment cette équipe a été bâtie il y a de cela quelques années avec un nouveau projet, avec des jeunes joueurs intéressants. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Le Milan, on ne dirait pas que c'est une équipe qui était sortie de nulle part, puisqu'elle a pris le temps de se reconstruire et de venir aujourd'hui sur la scène européenne et même de jouer les grands rôles du côté de l'Italie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette équipe épaulée par le grand Zlatan, même blessé, oui, il arrive quand même à inculquer cette fougue, cette rage de vaincre à ses jeunes coéquipiers. Raphaël Leao, que je trouve toujours intéressant, même si il pêche un petit peu encore dans la finition. Ils peuvent quand même... Un peu comme Vinicius. Oui, mais Vinicius, il a su... Il s'est amélioré, d'accord. Ça, c'est le travail... Il y a l'avocat de Vinicius ici. Ça, c'est le travail des entraîneurs. Voilà. Lorsque vous êtes un entraîneur expérimenté, vous voyez ce type de joueur. Vous savez, voilà, un travail personnel pour corriger le joueur. Voilà. Franck Kessié va beaucoup manquer dans l'entrée. Il est arrivé. On a vu des clichés démontrant. Oui, justement, son implication à l'entraînement. Est-ce qu'il serait titulaire? Mais il semblerait qu'il a des envies
de départ. Il est aussi en fin de contrat. Justement, Samir Handanovic aussi arrivé en fin de contrat en juin. Donc, on aura les cages vides pour lui tout seul. D'accord. Le Milan est capable d'aller chercher l'Inter, mais aujourd'hui, moi, je pense que cette équipe d'Inzaghi, c'est une équipe qui joue avec une nouvelle philosophie. Parce que, contrairement à Antonio Conte qui joue un jeu direct, cette équipe de Simone Inzaghi, c'est une équipe qui sait remonter la balle, qui arrive à quand même maîtriser son sujet. Oui. Avec de nouveaux joueurs, il faut rappeler que même Hakan Çalhanoğlu a changé de tunique. Des retrouvailles, hein? Oui, parce que là, avec son ancien club, il avait marqué un but lors du match aller et il avait célébré, les supporters l'ont lui. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match qui serait vraiment intéressant, puisqu'il y a de cela quelques années, le match n'était plus ça lorsque le Milan était au fond du trou. En tout cas, deux équipes intéressantes. On rappelle que ça sera le 198e derby de la Madonnine. Hein. Et on rappelle que la dernière victoire du Milan, c'est en terre interiste, remonte au 10 octobre 2020. 2-1 pour les Rossoneri. Et on rappelle qu'on aura d'autres matchs pour le compte de ce samedi, la 24e journée, le 24e acte, si vous voulez. AS Rome de José Mourinho joue au Stadio Olimpico face au Genoa. Et puis la Fiorentina, aujourd'hui orpheline de Vlahovic, va croiser la route de la Lazio Rome. Et c'est bien terminé pour le Calcio ou la Serie A italienne. Nous prenons nos baluchons et nous débarquons du côté de... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Le match, oui, le Bayern joue, mais le match qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est également une lutte pour l'Europe entre Dortmund et Leverkusen. Dortmund et Leverkusen, vous l'avez dit, parce que quelque part, on ne peut pas, on va dire, critiquer l'hégémonie du Bayern de Munich. Donc, on va pouvoir lutter pour une deuxième place, un deuxième ticket ou bien un troisième ticket. Donc, ce sera l'occasion entre le Borussia Dortmund et puis le Bayer Leverkusen dimanche. Le Borussia Dortmund est deuxième, Leverkusen est j'allais dire, troisième. Voilà. Donc, c'est un match entre deux clubs très très proches au classement et ça va se jouer à peu de choses. Donc, je crois que si Dortmund gagne, c'est bien, on conserve sa deuxième place et puis de l'autre côté le Bayer Leverkusen a envie de pouvoir contester cette opposition des jaunes et noirs et ça annonce déjà un match assez intéressant pour l'Europe. Alors je veux croiser vos regards sur ce match. Dortmund, on a l'impression que cette équipe-là, oui, elle nous a habitués à du yo-yo. Tantôt ça va très bien, on assure des victoires consécutives et puis après on tombe encore dans le trou. Vous voyez cette équipe-là être solide jusqu'au bout? C'est une équipe à la base qui est inconstante depuis plusieurs années. Dortmund, c'est vrai qu'il titille souvent le Bayern de Munich, mais vers la fin de la saison, on sent quand même de la fatigue, on sent quand même de l'épuisement des réserves et des ressources au niveau de cette équipe-là. Mais aujourd'hui, il souffre aussi de cette irrégularité, si je peux le dire ainsi, d'un certain Erling Brandt Haaland. Vous pensez qu'il est irrégulier? Oui, irrégulier en termes de santé physique. De présence sur le terrain. De présence sur le terrain, pas forcément en termes de réalisation. But ou de ratio. En termes de réalisation, il est là, puisqu'il a quand même marqué les 35% des buts de Dortmund cette saison. Donc, à son absence, l'équipe souffre énormément parce qu'il n'y a pas de buteur au niveau capable de vraiment substituer ce joueur-là. Donc, je pense que ça joue des deux côtés. L'histoire joue parce que cette équipe, elle est inconstante depuis plusieurs années, mais aussi souffre parfois de l'absence de Erling Braut Haaland. Pour vous, l'effectif n'est pas au top? L'effectif n'est pas au top, l'effectif n'est pas vraiment qualitatif, l'effectif n'est pas vraiment profond. Tout le contraire au Bayern. Oui, tout le contraire au Bayern qui peut jouer avec trois différentes équipes sans ne pas se faire tomber. Donc je pense que c'est ce dont souffre Dortmund pour moi et il va falloir le régler parce qu'on ne va pas donner quand même l'hégémonie au Bayern toute l'éternité. La dernière fois que ça s'est produit, c'est quoi, en 2012, non? Oui, en 2013. 2012-2013, avec Jürgen Klopp. Alors, c'est un match également où il y a beaucoup de buts à la manche allée, 7 buts marqués. À la fin, c'était 4-3 en faveur de Dortmund. Vous pensez qu'on pourra encore voir la même chose? C'est possible puisque les deux équipes ont des intentions offensives, des équipes
qui sont jouées. Je me rappelle du match aller avec un joueur intéressant. Et Patrick Schick, non Florian Wirtz. Florian Wirtz qui m'a vraiment... pépite. Qui m'a vraiment... Voilà. 18-19 ans. Oui, presque. Presque 18-19 ans. International allemand. Et même le coup franc de Guerreiro. Le coup franc de Rafael Guerreiro, le Portugais. Qui une aussi très bonne patte gauche. Oui. Donc je pense que ce match serait amplement disputé. Aujourd'hui, le Borussia Dortmund est à sa place. Deuxième place derrière le Bayern de Munich avec 6 points d'écart. 8 ou 9. C'est beaucoup. 6 points d'écart, 49, 43. Oui, voilà. 6 points d'écart. Et même c'est beaucoup. Derrière deux matchs. Non, et même derrière, il y a le Bayern Leverkusen qui est à 35, qui est à 4 points de Dortmund. Oui. Je pense que le Borussia Dortmund est à sa meilleure place. D'accord. Être vice-champion ou bien être deuxième. Oui. Ou bien premier des autres perdants à part le Bayern de Munich et être européen. Oui. Mais vous avez joué le Bayern et le Dortmund. Non, aujourd'hui, vous-même vous l'avez dit que c'est une équipe qui n'est pas qualitative, c'est une équipe qui n'est pas taillée pour être champion. À la fin de la saison, c'est une équipe qui sort des joueurs. Aujourd'hui, moi, un joueur qui m'impressionne beaucoup dans ce effectif, c'est Jude Bellingham. Oui. Ce jeune joueur qui venait de Nottingham, ou bien un club de deuxième division en Angleterre, et qui tout de suite est sélection internationale, qui impressionne, que tu sois dans le jeu ou en sélection. Donc je pense que c'est un club qui suit sa véritable politique. Bientôt, en là fera les gros titres. Il va partir de toutes les façons du mercato. Dortmund va avoir beaucoup d'argent dans ses caisses. Donc je pense que c'est un club qui vit ses réalités. Voilà. Ce que vous dites est intéressant, qui vit ses réalités. Et ses réalités, c'est de former et revendre. Voilà, bon prix. Franck Mounyama, après Dortmund, Leverkusen, il y a le match du leader également, si vous voulez. Il faut juste préciser que le Borussia Dortmund a besoin de gagner pour mettre la pression sur le Bayern. Il n'y a que 6 points pour tenter quelque chose. Parce que s'ils perdent devant Leverkusen, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a 8 points entre le club et puis Leverkusen. Leverkusen aussi a besoin de gagner pour éviter la pression de l'Union Berlin derrière. Qui joue contre Augsbourg. Sans oublier Fribourg. Fribourg aussi. Donc c'est un peu comment les choses se présentent. Donc, à part ça, vous l'avez dit, il y a le match du Bayern face à Leipzig, qui est désormais, on va dire, 6e au classement. Ce n'est plus ce club de Leipzig qu'on a connu avec beaucoup de jeux intéressants. Timo Werner, même si aujourd'hui Nkunku tente de faire des choses, je pense que ça ne suffira pas. Mais il faut faire très attention dans ce match entre le Bayern Surtout et que le Bayern a déjà Leipzig. connu, Franck, 3 défaites cette 3 saison. défaites. Donc il fallait chercher des Pourquoi points. Pas. Il faut préciser que ça commence cette 21e journée ce soir avec ce match entre les Hertha Berlin et puis le promu qui est le plus en vue. Bochum. Il joue bien, il tente de poser des problèmes au gros de la compétition. On verra sur ce match. Et puis il y a ce match entre Stuttgart et Francfort. Mayence qui va accueillir le club du Togolais Offenheim qui va essayer de rentrer à nouveau dans le top 5. Pourquoi pas. Puisque entre-temps, ils ont un peu perdu des points. Et Cologne joue contre Fribourg. Arminia Bielefeld sera face à Mönchengladbach. Et ce match entre l'Union Berlin et puis Augsbourg. Sans oublier l'autre match du dimanche entre Wolfsburg et puis Greuther Fürth. Mes amis. Oui. Ah oui, ce sont vos amis. Intéressant. Ils ont besoin d'aide. Le nom, oui, c'est un club qui est en fort. En tout cas, c'est quand même intéressant et de parler de cette Bundesliga avec de très très jeunes joueurs, même si la dernière fois, Kingsley Coman dit qu'il n'a pas regretté son absence lors du dernier mondial. Est-ce qu'il nous dit la vérité ou bien il était blessé juste avant le début de la compétition. Ça fait du mal, n'est-ce pas? C'est l'expression de voir ses partenaires. Marco Reus en sait quelque chose avec l'Allemagne. Il a dit clairement que ça l'a vraiment touché. Et on l'a senti sur ses prestations sur le terrain. Il a quitté Arsenal. Arrivé à Bordeaux aujourd'hui. Il a même quitté le Bordeaux récemment. Il y en a qui sont francs, il y en a qui jouent à la diplomatie. Parce que lui, il est jeune, il a encore au moins 2 Coupes du Monde à disputer devant. Pourquoi pas? Peut-être qu'il essaie de jouer le gros dur. Avec Didier Deschamps, on ne sait jamais. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a tout le temps devant lui. Comme un certain Bassogog. Voilà. Merci beaucoup pour l'information.
Prochaine destination. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes dans l'Hexagone et nous évoquons la 23e journée de Ligue 1 avec des matchs intéressants les uns que les autres. On parle de Marseille face à Angers. Marseille qui la dernière fois s'est fourvoyé face à l'Olympique lyonnais et qui a perdu ces points-là aussi importantissimes dans la conquête du ticket européen. Mais peut-être à domicile, on va se relancer, on ne sait jamais. Saint-Étienne accueille Montpellier. Il y aurait également un intéressant Monaco-Lyon. Oui, messieurs, je voudrais que vous mouilliez sur ce match avant de parler de Lille, Paris Saint-Germain. Monaco-Lyon, Félix? Deux équipes qui se talonnent au niveau du classement. Olympique lyonnais, 7e avec 34 unités. Ouais. Qui se déplace du côté de, comment l'appelle-t-on, du Saint-Louis. Voilà, ouais, Louis II. Du Louis II, oui, voilà. C'est leur propre stade. Vous avez déjà suivi des matchs de Monaco à domicile? Oui. Un stade carrément atypique. Vide, parce qu'il n'y a pas. Voilà. On n'a pas l'impression que les gens ne s'intéressent pas au foot. C'est la belle vie sur les côtes d'Asie. Exactement. Il n'y a aucune ambiance. Ils préfèrent rester dans leur chambre climée pour suivre dans leur le match. voiture de luxe. Ce sont les casinos. Des hommes riches, des gens riches qui vivent les voisins de Novak Djokovic. Ça doit faire quand même assez bizarre. Pour un match de football, il n'y a pas de supporters. Je ne sais pas pourquoi le projet a choisi une telle localité. Parce que vous savez, il faut compter aussi sur la billetterie, sur l'ambiance. Moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on a choisi une ville qui a pour des habitants des gens lisses, propres, qui sont sur eux, qui ne s'intéressent pas tellement. Mais le cas aussi se vit à Londres où il y a beaucoup plus une classe bourgeoise. Mais en Angleterre, les stades sont souvent rempli. Oui, c'est vrai, tout le contraire. Oui, le stade est souvent rempli. Du stade Louis II. Même s'il y a des supporters, vous pouvez courir même dans les travées. Ils viennent les mettre dans les poches pour juste, je viens aussi suivre. Oui, le manière russe avait envie quand même de changer un peu l'habitude. Et il a compté, on va dire, sur la richesse de cette principauté pour faire venir les gens dans les stades. Pour le moment, ça prend un tout petit peu seulement. Mais peut-être avec le temps, il aura raison, qui sait, parce que là, les gens, le foot, c'est pas trop leur chose. Passer le temps sur les belles plages, des yachts, des yachts, tous les autres. C'est un peu ça. Mais on rappelle que Monaco a déjà joué une finale de Ligue des Champions. Vous vous souvenez? C'était en 2004. Face à Porto, c'est José Mourinho. C'est une belle équipe quand même. Je me rappelle des demi-finales où entre Porto et Deportivo. La Corogne. Oui, avec un match avec à l'aller 4 buts à 1 et au match ils ont renversé la vapeur. Voilà qui est dit. Monaco-Lyon, on attend de voir si cette équipe lyonnaise peut damer le pion à Monaco. Et Lille, le tenant du titre, qui est perdu dans les méandres du classement, qui accueille le Paris Saint-Germain et ses stars. Oui, Lille même a oublié qu'il est le tenant du titre parce que depuis un moment donné, c'est difficile pour ce club. C'est compliqué. Ils ont perdu Jonathan Iconé, qui a quitté le club. Jonathan Iconé. Il est allé en Angleterre ou en Italie. Il a signé à la Fio. À la Fiorentina, merci beaucoup. Oui, même avant de perdre Jonathan, même en trêve, ils ont déjà perdu le coach qui leur a permis d'aller chercher ce grade-là. Maintenant, il fait de très bonnes choses du côté de Nice aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui, Christophe Galtier. Maintenant, cette équipe va accueillir les prochains champions avec. Qu'est-ce que vous en savez? Le Paris Saint-Germain. Je parle du Paris Déjà Saint-Germain. acté. Oui, mais ce sont les prochains champions. Mais avec 11 points d'écart sur Nice, 53 points. C'est fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'accord. Avec dans leur navire, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Verratti et autres. Neymar absent toujours. Neymar, oui, il est. Salvador. Sergio Ramos. Avec son titre de meilleur joueur brésilien. Il a reçu son Sambador. Non, c'est une épreuve difficile pour lui. D'accord. Mais voilà, ça demeure quand même un match. Ça demeure un match intéressant à suivre. Mais attention, les Parisiens, est-ce qu'ils ont déjà digéré cette élimination de face à Nice En attendant le Real Madrid d'ici 2 semaines. 2 semaines, ils ont ce complexe-là qui leur fait mal parfois. Absolument. Attention à Lille qui va jouer avec beaucoup de détermination. Les Parisiens, eux, ils sont dans leur tour. Voilà, attention, c'est un match piège. Vous le dites si bien, ils sont dans leur tour. Regardez l'image. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne leur regarde pas. Ils sont tous tranquilles et on aurait appris, selon les dernières informations, que Zinedine Zidane serait approché par le board du Paris Saint-Germain pour lui donner plein pouvoir pour peut-être remplacer
Pochettino, sollicité par Manchester United. Mais tout ça reste au conditionnel. On attend de voir les jours et les semaines, voire les mois à venir, ce qui va en être. Nice, oui, de Christophe Galtier, va également se produire sur sa pelouse face à Clermont Foot. Et on donnera tous les résultats de ces matchs-là lundi dans Plateau Foot Europe. Et avant de passer aux dédicaces, messieurs, rapidement, un mot sur la FA Cup en Angleterre, puisque dès ce vendredi, Manchester United, avec peut-être le retour de Paul Pogba sur les pelouses, va jouer face à Middlesbrough. Chelsea accueille Plymouth. Everton, avec la première de Frank Lampard, accueille Brentford. Manchester City sera face à Fulham, Tottenham, Brighton, et puis Liverpool accueille Cardiff City. Et messieurs, mine de rien, grâce à votre concours et vos analyses bien épicées, on est arrivé à la fin de cette émission. Félix, voilà. Oui, ça fait toujours du bien de partager le plateau avec Franck, Vicente et avec vous à la manette. Merci, et surtout, voilà, vos petites engueulades friendship. Hein. Oui, oui. Nous aimons ça. Pour moi, ça fait mal quand l'émission arrive à terme. Mais vous n'allez pas parler toute la journée quand même. De quitter Félix, vraiment. Mais oui, merci aux auditeurs qui nous ont suivis. Voilà. Merci, messieurs. En tout cas, avant de passer la parole à la passe décisive à Franck Lunyama, on rappelle que Sadio Mané et Salah seront toujours en Afrique. Hein. Oui. Ouais. Ils ne sont pas encore rentrés. Hein. Non, je pense il y a aucun club ne serait pas d'accord. Hein. On a suivi cette finale avec beaucoup d'intérêt. La petite compétition avec P7. Ah oui, voilà qui est dit Franck. Oui, on va dire bonjour aux auditeurs, tous ceux qui nous accompagnent et qui nous poussent à aller loin. Et merci. Bonjour Esther. Voilà qui est dit. En tout cas, le fait que vous soyez toujours à l'écoute nous pousse, nous donne l'énergie nécessaire à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci Vicente. C'est moi. Merci également. Angelo, je pense Félix, que voilà. désormais je dois faire recours, je dois vous demander de faire souvent recours à la VAR parce que Vicente devrait être expulsé avant la fin de la rencontre. Puisqu'il n'aime pas la fin de l'émission, je vais tout faire pour le pousser à quitter la pelouse avant la fin de la rencontre. On va aller voir la DG et le DF, tout comme Roméo Yetor, voilà, pour qu'on nous installe une VAR dans le studio Messanyamé. Franck Lunyama, merci beaucoup d'être resté des nôtres. Un grand merci à Elom Adovon et à Anas PM. On se donne rendez-vous lundi avec la même bonne humeur de vous servir.